bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Ça caille sévère. Bon, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Moi, pour tout vous dire, je viens d'appeler mon garagiste parce que j'ai un petit bruit de roulement sur mon véhicule là quand je tourne à gauche. Et moi, je suis un hypocondriaque de la bagnole, c'est-à-dire que quand il y a un petit bruit comme ça, je veux le faire réparer tout de suite parce que sinon, j'ai même plus envie de laver ma voiture, quoi. Je sais pas si ça vous fait pareil. Et puis, je cherche activement aussi parce que j'ai un attache remorque là. Je cherche activement vous savez les porte-vélos qu'on met sur l'attache remorque. Qui se décale là, comme ça on peut ouvrir le coffre et tout tranquille et on peut mettre les vélos pour aller faire des balades. Enfin bon voilà quoi. Donc si vous avez des liens à me recommander pour un bon porte-vélo à mettre sur attache remorque, vous me le balancez sur Insta, sur Instagram en lien. Voilà. Si vous en avez un, vous m'envoyez la photo, je sais pas du vôtre, je sais pas comment vous vous en servez, mais voilà. Tout petit conseil pourrait être le bienvenu. Voilà. J'ai vraiment l'impression de faire un appel à un ami, en fait, quand une conversation avec un pote, quand je fais un podcast. Vous savez, un peu les potes qu'on appelle comme ça une fois par semaine pour prendre des nouvelles et tout ça. Enfin, moi, je sais que c'est le cas, c'est ce que je fais en tout cas. Et j'ai l'impression à chaque fois que le podcast, c'est ça, quoi. On partage un petit peu, enfin, c'est moi du coup qui partage, mais les infos avec un ou une amie toutes les semaines comme ça à heure fixe. Bon, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Dans cet épisode, on va parler de nourriture bio, on va parler du test du vieillard, on va parler de qui fait moins de sport, en France, et de vivre vieux avec une étude qui a un peu été décortiquée, et aussi on va répondre, si on a le temps, à la question d'un auditeur par rapport aux crises de boulimie et d'hyperphagie. Voilà, donc ça sera en fin d'épisode. Donc on démarre tout de suite avec, avant de démarrer, juste comme d'habitude, vous le savez, je fais juste le petit aperçu, la petite promo de ce que j'ai publié pour tous ceux qui sont VIP sur le site. Alors, si vous êtes VIP et que vous n'avez pas vu ce qui est sorti ce week-end, il y a un atelier cuisine qui est sorti. Ça s'appelle Atelier cuisine perdre du gras dès ce soir. C'est une recette simple et bonne à faire. Donc, elle est filmée intégralement en vidéo. Plus, je vous ai inclus des news à l'intérieur pendant le temps de cuisson. En fait, je vous apporte plein de news par rapport à un type de diète particulier. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous avez, comme d'habitude, tous les liens dans les notes de l'émission ou dans votre boîte mail si vous avez reçu l'email du podcast. Voilà. Alors, premier sujet. Le bio en PLS. Pourquoi j'ai appelé ça, j'ai donné ça comme titre ? Parce qu'en fait, alors c'est un article qui vient de sortir là sur un grand journal et qui dit nous constatons depuis quelque temps un retournement de tendance sur le marché bio. Donc du bio quoi. Donc étrange. Donc ça c'est, enfin il y a quand même une petite problématique en fait où on voit que la santé devrait être au cœur des préoccupations des gens, des Français, enfin même des habitants de la planète on va dire, et le bio perd de la vitesse. Donc, ils regardent un petit peu les chiffres, etc., et ils disent, en fait, dès mi-2019, on commençait à sentir un ralentissement, mais avec le confinement, il y a eu une très forte croissance des achats dans la distribution. Avec les ruptures de stock, les consommateurs ont pris ce qui est resté en rayon. Les clients ont aussi plus acheté en drive, donc vous savez, les Leclerc Drive, Carrefour Drive, Chrono Drive, tous ces trucs-là, où le bio est plus présent. Donc davantage présent. Passé cette période, on a commencé à voir un tassement, mais la tendance restait positive. C'est en avril 2021 que l'on est passé en territoire négatif, donc avec une perte de vitesse. Eux ils disent les gens s'y intéressent plus, etc. Non, c'est pas que les gens s'y intéressent moins.
Moi, je pense qu'il y a une réalité que personne veut montrer, mais c'est que les gens ont moins de thunes, en fait. Ça a fait quand même du mal à beaucoup de secteurs. Et regardez un petit peu globalement qui mange bio. Ceux qui ont les moyens et qui a je vais pas dire le plus souffert durant la crise, mais qui a souffert de cette crise, qui gagne bien déjà. C'est souvent les postes bien rémunérés, / les entrepreneurs, les patrons et tout ça. Donc forcément, ces gens-là, ils ont vécu une crise, et cette crise-là, s'ils n'ont pas eu accès à des salaires de substitution, comment on appelait ça déjà ? Je sais même plus, le chômage partiel et tout ça. Forcément, ils ont dû faire des économies ailleurs. Donc, ça peut être un lien. Tout le monde dit qu'en ce moment tout va bien, c'est génial, que tout remonte, etc. Non, au niveau de l'économie, il y a beaucoup de personnes qui ont vu, qui ont pris ils ont pris des gravillons dans le système là. Et donc du coup, forcément, ça peut ça impacte les choix alimentaires. Deuxième chose que je pense ne pas trop me tromper en disant ça, mais il y a eu une énorme vague du bio il y a quelques années où le bio était vraiment le truc à la mode. C'est-à-dire que les gens, ils se taguaient le hashtag bio sur le front. C'était dès qu'il y avait un truc posté sur les réseaux et tout, bio, 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 c'était toujours bio. Et forcément, ce phénomène de mode a eu tendance à se tasser un petit peu, parce que c'est vrai que par le bio, les gens ont pensé pouvoir traiter toutes leurs pathologies. Ils se sont dit je vais manger bio et ça va être génial. Donc dès qu'ils voyaient le petit label vert là sur leurs articles, ils continuaient à acheter la même daube, mais juste avec le label. Donc forcément, des pizzas bio, des machins bio, et ils ont vu que quelque part leur santé s'est pas forcément améliorée, et qu'ils n'ont pas maigri non plus. Et donc du coup, ils se sont dit à quoi bon dépenser 2-3 fois le prix du produit initial si ça marche pas. Donc il peut y avoir aussi cette réalité qui s'est imposée à leur portefeuille, et se dire effet dans le miroir le même, sur la santé pareil, mais par contre au niveau du portefeuille je perds de l'argent quoi. Donc il peut y avoir également ça. Évidemment, le bio, moi je recommanderais toujours, si vous y avez accès à la fois par votre budget et à la fois par les produits que vous pouvez trouver dans avec ce label-là, essayez de vous tourner vers ça, ce sera toujours mieux, parce que après les effets sur la santé, ça sera surtout du très long terme. Au niveau court terme, il y a assez peu de marqueurs forts qui vous montreront que vous avez fait les bons choix. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que, étant donné que les gens, vous savez, s'ils voient pas de différence dans on va dire, allez, on va prendre dans l'année. Au début, il y a un petit attrait, on se dit, allez, on prend soin de nous et tout, c'est cool. Puis au bout d'un moment, ils se disent, ça change pas grand chose à mon style de vie, je me sens pas mieux ni rien, donc j'arrête, quoi. Mais il y a une deuxième chose, c'est qui est arrivé depuis quelques mois maintenant, une nouvelle mode qui s'appelle le local. Alors je sais, moi on sait les produits locaux, les circuits courts et tout, on en entend parler depuis longtemps, parce que nous on baigne dans le monde de la nutrition et tout ça, on s'y intéresse, donc on a l'impression que ça fait longtemps. Mais c'est très populaire, on va dire, pour le grand public depuis assez peu de temps, et vous avez dû voir naître autour de chez vous des structures. Moi j'en ai une juste à côté de la maison, une structure qui n'est pas forcément 100% bio, il y a du bio et du non bio, mais par contre qui garantit un circuit court, je crois c'est inférieur à 150 km autour de la boutique, du point de vente, quoi. Donc, et cet attrait-là se met à dominer. Alors est-ce que c'est mieux, moins bien, je sais pas. Alors pour la planète, j'imagine que c'est mieux. Pour la survie des producteurs locaux, j'imagine que c'est mieux. Mais après, pour le bio, non, parce que les gens ont le choix maintenant entre un produit local et non bio, et un produit non local et bio, et ils vont se dire, et en fait leur cœur balance, quoi. Et si la tendance est plutôt au local, aux produits locaux, on va dire, ils vont se tourner là-dessus. Donc forcément, part de marché, mode, part de marché, etc. Mais il faut pas oublier que la crise, où l'on dit qu'on a réussi à bien la gérer, etc. Non, oui, peut-être que c'était peut-être la meilleure gestion à faire, ça j'en sais rien. Je suis pas technicien de statistiques et de machin, tout ce que vous voulez. Mais par contre, une réalité qui est vérifiable, en tout cas, simplement en parlant autour de vous, c'est qu'au niveau économique, en tout cas au niveau des foyers, à titre individuel, ça a quand même mis
un petit peu on va dire, de résistance à sortir la carte bleue et à sortir voilà. Il y a quelque chose. Les gens sont un petit peu plus proches de leurs sous, tous, hein, moi y compris. C'est normal. C'est une période d'incertitude. On a un regard un petit peu plus appuyé sur ses dépenses. Donc, forcément, quand on se retrouve à faire ses courses, eh ben, on va se demander si ça vaut le coup ou pas. Par exemple, un truc tout bête, mais moi, mes avocats que j'achetais bio, bon, bah, je me dis, est-ce que c'est obligatoire de les prendre toujours bio? La réponse est non, hein, je vous le dis. Mais il y a des aliments comme ça où on peut s'en passer. Donc, encore une fois, moi, ça m'étonne pas ce constat, et je pense que c'est lié à plusieurs paramètres, et pas que la crise, mais à plusieurs paramètres. Et on verra bien que peut-être qu'un jour ressortira une mode où ça sera le local et le bio qui sera intéressant. Voilà. Bah, nous, on sait déjà tout ça. Encore une fois, je le répète parce que c'est important, mais dites-vous qu'il y a des gens qui ne font que suivre l'élan, en fait, des modes. Ils arrivent que tardivement. Je sais plus dans quel bouquin je lisais ça, mais il y a les précurseurs, donc ceux qui sont là avant, les gens qui s'intéressent au sujet quand ils sortent un petit peu de on va dire de l'ombre, et puis après il y a le grand public, et puis après il y a les retardataires, etc. Je sais plus, c'est une courbe qui a un nom qui est très utilisé par exemple dans le marketing pour les lancements de produits et tout ça. Au début, ça touche certaines personnes, puis après, ça touche la masse des gens, puis après, ça touche les retardataires. Ben, nous, on est plutôt dans le groupe précurseur, quoi, parce qu'on fait partie de la niche fitness, de la niche alimentation saine et tout. Donc, la moindre petite actu, on essaye d'être quand même alerte là-dessus. Deuxième sujet que j'avais noté, alors, les femmes font moins de sport. Ah, bon, alors. C'est un article sur Top Santé qui dit, alors j'ai pris pas mal de notes, hein, selon une enquête publiée ce vendredi 19 novembre 2021 par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, le sport est loin d'être une évidence pour tout le monde. Ainsi, en 2020, un quart des personnes âgées de plus de 15 ans et plus, donc 15 ans et plus, résidant en France, donc des ados et le reste des gens, quoi. Et donc résidant en France, on peut ou pas pratiquer d'activité physique ou sportive en l'espace de 12 mois. Pire, 11% des 12 000 personnes interrogées n'ont fait aucune activité physique pendant toute l'année. Bon, bah, ils se sont dit, on va creuser. La majorité de ces non-sportifs, donc 63% précisément, ce sont des femmes, souvent âgées de plus de 50 ans et moins diplômées que la moyenne nationale. Sédentarité des femmes, comment expliquer ces chiffres ? Pour 26% des femmes ayant pratiqué peu ou pas du tout de sport en 2020, la raison est principalement physique, puisqu'elles affirment souffrir d'un mauvais ou très mauvais état de santé. Alors, petite note personnelle, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que c'est vrai que ne pas faire de sport, de pas se bouger, en fait, arrivé à un certain âge, on en paie la facture, et la facture étant qu'on se sent en mauvaise santé. Et donc, du coup, cette mauvaise santé fait qu'on a moins envie de se mettre au sport. C'est là où c'est paradoxal, c'est négatif, quoi. Donc, il faut trouver, là, moi, à mon sens, il faut réussir à trouver des activités physiques annexes, un petit peu comme des sas préparatoires à l'activité physique réelle. C'est-à-dire que d'une personne qui ne se juge pas en bonne santé, donc qui refuse de faire du sport ou de l'activité physique, enfin on l'appelle comme on veut, d'essayer de créer un sas de préparation entre guillemets qui permettrait de se mettre au sport sans avoir le côté négatif et limite terrorisant de se dire mais moi j'ai pas la carcasse qui va suivre l'activité physique. Donc de commencer, je sais pas, par des activités beaucoup plus light, déjà commencer à prendre conscience de son corps, marcher peut-être un petit peu, etc. Juste de reprendre confiance en soi par rapport à son propre corps, quoi. Bon, je reprends ma lecture. Dans 21% des cas, c'est la solitude qui est un frein à l'activité sportive puisqu'elles décrivent des difficultés de sociabilité. Donc, la solitude chez les plus de 50 ans, c'est un problème pour faire du sport. Rappelez-vous, j'en avais parlé, je sais plus où. Ah ben non, c'était dans un contenu homme-femme, musculation et progression, sommes-nous tous égaux. Donc, je vous invite à aller le voir sur mon site. Bon, le titre n'est pas exactement ça, mais vous tapez homme-femme, vous trouverez. Vous verrez que les facteurs de motivation ne sont pas les mêmes. Donc, dans 21% des cas, comme je viens de dire, c'est la solitude, une difficulté de sociabilité.
Enfin, 20% des femmes sédentaires et non sportives décrivent un cumul de contraintes professionnelles, scolaires et familiales. La charge mentale nuit aussi au bien-être personnel. Comment trouver le temps d'aller marcher, nager ou courir lorsqu'il faut s'occuper des enfants, du ménage, de la cuisine, etc. Alors, pour rappel, on est sur des personnes souvent âgées de plus de 50 ans. Et donc, enfin, moi, ce que je vois, enfants plus de 50 ans. Alors, je sais pas quel âge ont les enfants quand on a plus de 50 ans. Est-ce que dans la moyenne, c'est plutôt des ados ou moi, dans ma mémoire, il me semble que c'est plutôt des ados à cet âge-là. Mais bon, il n'y a pas de règle. Hein. Mais dans la moyenne, je parle des ados ou des jeunes ados. La charge mentale nuit aussi au bien-être personnel et tout. Moi, ce que je vois aussi, c'est que vous savez, l'égalité au niveau du travail et des charges à la maison et tout ça est assez moderne. C'est-à-dire que moi, je le vois, les pratiques à la maison, vous savez, l'équilibre des tâches à la maison. Je sais pas moi, faire la vaisselle, faire la cuisine et tout ça. Moi, si je remonte une génération au-dessus de la mienne, donc mes parents, il me semble que ma mère avait plus de charges que mon père. Ah, ça sonne. Je fais une petite pause et je reviens à vous tout de suite. Oui, désolé, on a été coupé. Donc, mon analyse étant que j'en étais sur, oui, voilà la nouveauté. Donc, en fait, c'est vrai que nous, notre génération, donc si vous avez à peu près mon âge, et pour rappel, j'ai 34, c'est vrai qu'on avait un équilibre des tâches à la maison et au boulot qui n'étaient pas réellement les mêmes pour les hommes et pour les femmes, pour la génération d'avant. Donc la génération de nos parents, encore moins de nos grands-parents, etc. Nous, aujourd'hui, l'équilibre, en tout cas, moi, je le vois autour de moi, je ne sais pas quel milieu vous fréquentez, mais globalement, l'accès au travail est le même pour les deux sexes. Et donc, les tâches ménagères, logiquement, sont assez bien réparties, enfin, je l'espère en tout cas, puisque c'est normal, hein, je veux dire, s'il y a deux personnes qui ramènent la thune, il y a deux personnes qui partagent à la maison les tâches. Et donc, c'est vrai que on peut observer les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire que s'il y a une éducation où la maison doit être bien tenue, etc., plus le boulot, ça peut amener beaucoup de charge mentale pour mesdames, et alors il faudrait qu'elles se délestent un petit peu mentalement, c'est-à-dire que vu qu'il y a une deuxième personne qui peut s'occuper de ça à la maison, c'est pas la peine de vouloir tout gérer. Et parce que moi je pense que c'est normal, c'est nouveau pour elles, donc du coup elles n'ont pas encore l'habitude de le gérer, de se détacher de ça. Aussi bien que pas mal d'hommes qui se sont mis à faire des tâches autres, hein, puisque de toute façon, j'en parlais dans d'autres podcasts qui faisaient les analyses, et que souvent c'était mieux fait, etc. Parce que voilà, c'était historiquement nouveau pour les hommes de se mettre un petit peu à faire la cuisine et tout, et que c'était très bien. Enfin moi perso, je fais la cuisine depuis que je suis gosse, mais il y a on va dire cette redistribution des tâches que je trouve normale en fait, et puis même plaisante, que ça soit au domicile ou au niveau professionnel. Et donc du coup, c'est normal qu'il y ait on n'a pas été formés, si vous voulez, les mecs ont pas été formés à s'occuper des tâches ménagères. Enfin, je veux dire, qui a reçu une éducation là-dessus. Et les nanas ont moins été formées par leur mère à avoir une activité physique à côté. Avoir un sport, une distraction. Donc après, moi, ça, c'est que mon constat. Je vois que ce genre de choses. Encore une fois, c'est vrai que on a cette fameuse charge mentale, comme on dit. C'est souvent qu'on veut s'occuper de tout. Donc, il faut un petit peu lever le pied, essayer de se distribuer les choses équitablement. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'il y ait plus de charge pour l'un que pour l'autre, en fait. Étant donné qu'on est tombé dans un monde égalitaire, etc. Enfin, moi, je vois autour de moi, mes amis font la cuisine, mes amis font le ménage, mes amis font machin. Donc, du coup, les tâches, comme ils disent, les contraintes professionnelles, scolaires et sociales et familiales. Donc ça ils le font. J'ai les potes aussi qui sont jeunes papas ou papas depuis des années. Ils vont chercher les enfants à l'école, ils les amènent, ils font les devoirs. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain équilibre. Donc du coup, évidemment, ils font moins de sport qu'avant. Peut-être ils ont moins de temps pour juste leur sport, mais ils y arrivent quand même. Alors, est-ce qu'ils font aussi bien que maman à la maison ?
Je sais pas, mais en tout cas, ils font. Et on demandera pas aux nanas de faire aussi bien le sport tout le temps ou des activités comme ça. Et en fait, pour moi, il y a un temps ce sont des nouvelles habitudes à savoir qu'on n'a pas été on n'a pas reçu un schéma d'éducation qui nous montrait que c'était possible. Pour moi, en fait, on est tous en train de bricoler un petit peu chacun dans notre coin, quoi, par rapport à ça. C'est-à-dire que on vit avec une nouvelle morale installée. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si on fait pas comme ça, c'est pas bien. On est macho ou on est je sais pas trop quoi. Moi d'ailleurs, j'ai plutôt tendance à être un peu macho, hein, donc je le précise. Envoyez-moi des gravillons si vous voulez. Mais je suis un peu comme ça. J'ai un peu ce tempérament que je reconnais. C'est un gros défaut certainement, mais je le reconnais. En attendant, je fais quand même beaucoup de choses chez moi, mais j'ai ce tempérament un petit peu. Voilà, c'est certainement des cicatrices de mes ancêtres, quoi, quelque part. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on bricole tous un petit peu pour essayer de s'améliorer et que c'est normal que nous, que vous soyez un homme ou une femme, que certaines choses soient encore un peu brouillons. Et notamment le fait de se délester mentalement. Donc là, ils disent que c'est la charge mentale qui peut être en cause. Ça peut se comprendre parce que avant, la gestion du foyer, quand je dis avant, c'était les générations avant nous, la gestion du foyer était souvent guidée par la femme, et donc du coup, ce qui engendrait une certaine préoccupation permanente. Est-ce que il va avoir à manger? Est-ce qu'il y a bien son goûter dans son cartable? Est-ce que la maison est propre si on reçoit, etc. Et c'est pas des contraintes que les hommes recevaient. En tout cas, ils n'avaient pas ça. Ils avaient pas besoin de se prendre la tête avec ça parce qu'ils savaient que la femme s'en occupait. Aujourd'hui, logiquement, ce partage est fait. En tout cas, moi, je le vois et je le vis. Donc, je pense que c'est bon. Mais par contre, le sentiment de contrôle et de vouloir quand même toujours tout contrôler alors que quelqu'un d'autre participe, effectivement, peut-être que c'est une perte d'énergie non nécessaire qu'on pourrait conserver pour la motivation et pour s'entraîner. Donc, c'est vrai que, messieurs, donc là, je vais faire un discours messieurs pour les hommes. Si vous avez une femme qui n'arrive pas à faire du sport parce qu'elle se sent surchargée, j'imagine qu'une des bonnes solutions, ce serait non pas de la délester sur les tâches, si vous le faites déjà, puisque vous le faites déjà, mais de la délester mentalement, en la rassurant sur le côté, c'est bon, je gère ça. Donc va faire ton sport tranquille, te prends pas la tête, je m'en occupe. Alors évidemment, chacun a ses mots pour dire à sa partenaire ces choses-là, mais en tout cas, si vous voulez aider dans un sens votre nana à faire du sport, aider, l'encourager, si elle en a vraiment envie mais qu'elle dit qu'elle ne peut pas parce que justement elle a ce cumul de contraintes, au moins délester-la au niveau de la charge mentale, qu'elle n'ait pas à penser qu'est-ce qu'on mange ce soir et tout ça. Ça on peut le gérer en fait. Il faut juste le dire qu'on le gère, parce que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de communication de ce côté-là, et que en fait arrivé le moment venu, on se dit non mais en fait c'est bon, je pensais que t'étais au courant, que je m'en occupais. Donc il faut le dire, comme ça au moins on peut faire au moins péter cette résistance, parce que j'imagine qu'aujourd'hui il y a quand même un certain équilibre. Alors il y aura toujours, moi comme je disais tout à l'heure, je me juge avoir un petit peu de cicatrices macho en moi, mais je sais qu'il y en a qui sont encore clairement dans le côté ils foutent rien et puis ils font que bosser. Bon, ça après ça me regarde pas, chacun fait comme il veut, mais il y a quand même cette éducation nouvelle et qu'on doit s'auto appliquer, parce que finalement on l'a pas reçu par notre famille. Enfin en tout cas, il y a pas moi même à l'école, il y a pas eu de cours là-dessus non. C'était un peu gravé en nous comme ça. Et d'ailleurs quand on regarde un petit peu, c'est encore les stéréotypes durent encore. C'est-à-dire que quand vous regardez même la publicité, ils se servent encore des stéréotypes où l'homme ne sait pas s'occuper d'un intérieur, etc. Donc ils entretiennent ce stéréotype qui n'a, à mon sens, par le célibat et tout ça qui est massif aujourd'hui, forcément chacun a besoin de s'auto-gérer sans partenaire. Donc je trouve pas qu'aujourd'hui ce soit encore marquant. Voilà. Alors peut-être justement, c'est pour ça que là il parle de personnes de plus de 50 ans. Donc pour les plus de 50 ans, peut-être qu'il y a encore cette génération là qui est soumise à ça, mais
regardez vos grands-parents, vos parents s'ils sont un peu âgés, regardez un petit peu comment le foyer est géré aujourd'hui où certaines personnes sont à la retraite, voyez qui fait quoi alors qu'ils ont le même temps libre, qui fait quoi dans la maison, qui fait quoi dans le quotidien. Peut-être qu'il y a encore ces vieux réflexes, mais aujourd'hui, regardez un couple de 30 ans et regardez qui fait quoi à l'intérieur de la maison. Alors, je parle effectivement, si les deux travaillent, hein, effectivement, s'il y en a un qui travaille pas et l'autre qui travaille, bon, c'est un peu normal que celui qui travaille pas, bon, il a des heures à occuper durant la journée, donc il aura potentiellement un pourcentage de tâches à la maison plus important, j'imagine. Mais sinon, l'équilibre est plutôt logiquement assez bien dispatché. Voilà. Donc, mesdames, vous êtes plus impactées que les hommes par rapport au sport. Vous faites moins de sport. Donc voilà, ce sont des statistiques. Et je pense que vous pouvez progresser en lâchant un peu du lest au niveau de la charge mentale, en faisant un petit peu plus confiance en votre partenaire, quoi, par rapport à ça. Ou en tout cas en lui disant, écoute, déleste-moi un peu si tu veux que je puisse faire du sport, et d'avoir des choses concrètes à appliquer, quoi. Bref, le test du vieillard, qu'est-ce que c'est ? C'est un autre article. Voyez si vous avez assez d'équilibre pour réussir ce simple test du vieil homme. Donc c'est un entraîneur qui s'appelle entraîneur de fitness Chris Hinshaw. Et en fait, il fait un test tout bête. Il dit pour voir si t'es en bonne forme, etc. Il dit c'est très simple, en un seul geste. Alors vous vous mettez sur un tapis ou votre carrelage. Vous enlevez les chaussettes, les chaussures. Et évidemment, faut avoir des chaussettes et des chaussures à proximité. Mais faut être pieds nus. Et en fait, vous levez votre pied. Donc vous êtes sur une jambe et vous devez, sans poser le pied, en une seule fois, sans poser le pied par terre, mettre votre chaussette, puis mettre votre chaussure, lasser les chaussures et reposer le pied. Et ça, sans perdre votre équilibre. Et il appelle ça le test du vieillard. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Je trouvais ça drôle. Je vous ai mis le lien si vous voulez voir la vidéo, etc. Mais c'est pas moi qui le fais, hein, le test. Hein, c'est la vidéo en anglais, quoi. Mais bon, c'est simple. Vous avez compris, quoi. Sur un pied, vous essayez de mettre votre chaussette et votre chaussure sans toucher et lasser vos chaussures sans perdre l'équilibre et sans toucher le sol avec le pied qui est en l'air. Voilà. Donc ça, c'est le test du vieillard. Alors, autre petite actu que j'ai récupéré, c'est l'exercice physique affecte-t-il la durée de vie ? Et en fait, ils ont fait une enquête, ils ont testé le HIIT, donc l'entraînement à haute intensité, et le LIS, donc l'entraînement à basse intensité, donc du cardio. Et ils ont dit, les enquêteurs ont conclu que la combinaison de basse intensité et haute intensité n'avait pas d'effet sur la mortalité toutes causes confondues par rapport au niveau d'activité physique recommandé. Mais ils ont observé une tendance de mortalité toutes causes confondues plus faible chez les participants qui faisaient du HIIT par rapport à ceux affectés au basse intensité. Donc ceux qui font du HIIT, apparemment c'est mieux. La mortalité toute cause confondue serait près de 40% inférieure chez les participants ayant été affectés au travail de haute intensité, donc HIIT, par rapport aux témoins, donc ceux qui foutaient rien, et environ 50% inférieur lorsque le HIIT était comparé aux basses intensités. Mais ces différences n'étaient pas statistiquement significatives. Donc voilà, il dit le New York Times a rendu compte du procès avec le titre suivant: le secret de la longévité, des rafales de 4 minutes d'exercice intense peuvent aider. Donc en gros, voilà, ils ont fait ça chez beaucoup de personnes, mais qui avancent en âge, hein, pour voir si ça fonctionnait. Donc le HIIT est quand même apparemment mieux. Bon, après, le HIIT, l'avantage, c'est qu'il tape fort sur le système cardiovasculaire, mais également sur les muscles. Le HIIT a tendance à plus tirer sur les muscles. Donc au niveau de l'ossature, il doit certainement y avoir aussi c'est pas certainement, c'est sûr même, une meilleure réponse pour le maintien d'une santé osseuse adéquate, quoi. Mais en fait, il y a un espèce de biais bizarre dans l'étude, pas un biais, mais une limite. C'est qu'en fait, ils disaient, je sais plus où c'était, ils disent que pour bien faire le test, ils auraient dû prendre un groupe, parce qu'en fait, ils ont dit, vous faites du sport comme ci, vous faites du sport comme ça, puis vous êtes juste les témoins, donc faites comme d'habitude. Mais en fait, du coup, ils n'ont pas osé dire au groupe témoin, ne faites pas du tout de sport. Parce qu'en fait, ils se seraient dit, c'est pas éthique, on ne peut pas dire, pour voir s'ils meurent plus vite, de leur dire de pas faire de sport. Et en fait, en disant ça, c'est ce qui est écrit, en disant ça, c'est qu'ils acceptent déjà que le sport est bon pour la longévité.
Puisque si c'est pas éthique de dire à des gens ne faites pas de sport, ça veut dire qu'ils ont déjà accepté, les chercheurs, que le sport, ne pas en faire, était pas bon. Et sinon, il n'y aurait pas eu de problème éthique. Ils le disent là. Pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas demandé aux participants du groupe témoin d'être sédentaires afin de tester l'effet de l'exercice sur la mortalité? Alors, les enquêteurs ont estimé que ce serait contraire à l'éthique. Alors là, il y a marqué, voyez-vous, le dilemme, point d'interrogation, afin de mener un ECR approprié pour déterminer si l'exercice a un effet sur la mortalité, les chercheurs ont besoin d'un groupe témoin auquel il est demandé de ne pas faire d'exercice. S'ils pensent que c'est contraire à l'éthique, cela signifie qu'ils sont déjà convaincus que l'exercice affecte directement la durée de vie. Et c'est vrai que il y a des choses comme ça, les études des chercheurs qui font des trucs, mais en fait, dans le côté éthique, ils se disent non, on peut pas, parce que voilà, donc ça veut dire qu'ils savent que ça impacte la durée de vie. Donc vous voyez, parfois les études, ils peuvent pas réellement les faire. Si vous voulez, des fois on a des chiffres, mais globalement, si on avait demandé aux gens d'être 100% sédentaires, on aurait certainement eu des chiffres hyper impressionnants, quoi. Puisque là, on leur disait, parce que si vous dites à quelqu'un, vous faites une étude, faut être sédentaire. C'est quoi sédentaire? Foutez rien, en fait. Vous levez, vous rasseyez, vous sortez du lit, vous allez vous mettre sur votre table de cuisine, puis votre canapé, puis le siège de votre bagnole, puis un canapé. Voilà. Un mode de vie comme ça. Et en fait, on sait tellement que c'est pas bon, qu'on n'ose pas le demander, quoi. Donc voilà. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, c'était juste intéressant de voir que le HIIT, quand on avance en âge, ça peut être intéressant. Mais effectivement, moi je suis pas contre, mais il faut pas passer de rien à HIIT. Parce que si vous faites faire des swings au kettlebell d'entrée de jeu à quelqu'un qui n'en fait pas, ou des burpees à quelqu'un qui n'en fait pas depuis des années, qui est en surpoids, il peut se passer des surprises un peu cyniques. Donc essayez plutôt d'amener ces personnes-là progressivement à de l'activité physique, plutôt que de leur imposer directement un rythme de travail trop soutenu, quoi. Parce que mieux vaut y aller tranquille, pas dégoûter les gens et pas les tuer, que de les fusiller en quelques burpees, quoi. C'est pas, à mon sens, c'est pas forcément la bonne solution. Voilà. Alors, une question de l'auditeur, des auditeurs, mais là, de celui-là en particulier. Donc, vous pouvez vous aussi poser vos questions. Vous avez un lien dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Donc, la question est longue. Je vais prendre mon temps pour la lire. Je vais boire un coup d'eau et je vous reprends tout de suite. Alors, salut Théo. Tout d'abord, merci pour ton contenu enrichissant et tes vidéos formations, car oui, je suis un abonné VIP depuis déjà 3 ans. Merci à toi pour ta fidélité. Je te sollicite ici en espérant que ma question sera traitée. Sur la boulimie en musculation, malgré une diète saine et sans restriction, depuis quelques mois déjà, j'essaie de perdre du poids mais en vain, car j'ai constamment des crises de boulimie. Un exemple concret de mon quotidien. Par exemple, je suis ma diète durant 5-6 jours, puis le 7e jour, c'est la journée de triche. Donc je m'autorise un repas de triche que j'ai désiré toute la semaine, logiquement. Mais quelques heures après, je remange la même chose en question. Plus, je me mets à grignoter et donc à manger sous forme de crise, donc trop. Pourtant, je me suis autorisé ce jour, donc oui, c'est un jour de triche où tu t'es autorisé de manger ce que tu voulais, mais je n'arrive pas à m'arrêter, et à être raisonnable. Du coup, le lendemain, je restreins, puis le surlendemain, je refais une crise, puis quelques jours après, je recommence ma diète, etc., etc. C'est un cercle sans fin. Pourtant, je ne suis pas dans un déficit calorique sévère, avec de l'activité sportive à outrance. Malgré tout, je n'arrive jamais à être comblé de mes repas. Comment venir à bout de la boulimie ou même de l'hyperphagie en musculation, malgré qu'on a une diète saine avec des plats gourmands et repas de triche autorisés dans la semaine? Merci à toi d'avance. J'espère vraiment que ma question sera traitée dans le podcast de cette semaine ou dans un de tes podcasts futurs d'ailleurs. Merci encore. Alors désolé, je pense que je l'ai pas traité dans la semaine parce que j'ai tellement de questions que j'essaie de piocher. Mais bon, c'est assez rare que ça soit du tac au tac, mais parfois ça arrive. Déjà, il faut faire attention parce que tu as énormément de croyances. Tu as des croyances où tu manges sainement, où tu manges des plats gourmands, etc., etc., etc. Et que tu es en pas trop sévère au niveau de la restriction calorique. Ça, ce sont des croyances que tu as. Tu m'apportes des faits comme ça, mais je n'en ai aucune idée réellement. Est-ce que tu n'es pas trop bas tout le temps ?
Donc en fait, il faut revoir un petit peu quel est ton objectif de base. Donc ton objectif de base, je reprends, tu l'as dit, tu dis que tu aimerais faire une diète sans trop de restrictions pour sécher un peu. Donc jusque-là, pas de problème. La problématique qui s'installe, c'est que tu te prives de l'intégralité de ce que tu aimes pendant une période, et quand tu commences à en remanger, tu défonces tout. Alors, là, on est typiquement dans de l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle étant que tu vas combler en permanence. En fait, si tu veux, il y a des règles à respecter. Moi, je peux te le garantir. Quand tu fais des cheat meals, alors les cheat meals, les fast-food, les trucs comme ça que tu aimes, que tu as désiré la semaine, c'est très bien, tu en fais un, ok. Mais il y a des personnes qui sont capables de le gérer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont capables de se dire samedi midi, je me fais un McDo parce que c'est mon cheat meal de la semaine, et quand ils l'ont mangé, ça y est, ils sont comblés, ils sont tranquilles, ils peuvent repartir pour leur diète. Et il y a d'autres personnes chez qui c'est tellement puissant, c'est-à-dire qu'ils sont tellement loin des saveurs de leur semaine en mangeant ça, qu'ils veulent se dire « Oh là là, vite, vite, il faut que j'en profite à fond parce qu'après, c'est terminé. » Donc là, ça traduit quand même que le reste de ta semaine est vraiment mal vécu, en fait. Parce que c'est tellement peu stimulant quand tu me dis des plats gourmands, ils doivent pas l'être suffisamment, parce que tu te dis que c'est tellement une torture que tu veux vite te gaver, vite en profiter durant la petite fenêtre de tir que tu as. Donc moi, la recommandation que j'aurais pour toi, c'est d'éviter de faire des cheat meals trop désirable. Je m'explique. Essaie pendant un certain temps de te tourner vers des cheat meals, parce qu'on aime bien utiliser ce terme-là en France, qui sont moins extrêmes. Par exemple, évite les pizzas, les fast-food et tout, et concentre-toi plutôt sur des plats soit faits maison, alors toujours denses pour te faire un petit peu rebondir au niveau métabolique, mais essaye plutôt de te tourner vers des aliments qui te plaisent, mais qui sont pas non plus dans l'extrême. Je vais te prendre un exemple concret en te parlant d'une de mes faiblesses à moi. On a tous des faiblesses alimentaires. Voilà, moi c'en est une que je connais très bien. En fait, c'est pas une faiblesse, je sais comment l'éviter, mais c'est une faiblesse si jamais j'y succombe. Tu connais les chocobons. Les chocobons, ces petits œufs là que tu as en grande surface, de la marque Kinder, qui sont remplis de chocolat plein de sucre et de lait, de machin, je sais pas d'ailleurs ce qu'il y a dedans, et un peu de noisettes. Moi, si tu me mets un paquet, eh ben en fait, je ne suis jamais comblé d'un seul. C'est-à-dire que je vais en manger un, mais je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce machin, mais moi ça me j'ai envie d'en prendre un autre, mais un autre, puis un autre, puis un autre, et sans fin. Et ce qui fait et heureusement d'ailleurs qu'ils sont emballés dans des petits sachets, parce que tu as un repère visuel du degré de connerie que tu es en train de faire. Donc tu vois un petit tas comme ça de papier en plastique qui monte en te disant mais là j'ai vraiment abusé, je vais avoir une crise de foie. Mais je sais en fait que ça, pas bon. Par contre les M&M's, pas de problème. J'ai pas ce problème-là. Si tu veux, j'ai comme un clapet au bout d'un moment qui dit stop, c'est plus possible. Les chocobons, non. Ça a beau me brûler dans la bouche et tout parce que c'est trop sucré. Non. Donc, si tu veux, on a tous des faiblesses comme ça. Moi, ma solution, j'en achète que 2-3 fois par an. J'en achète pas toutes les semaines. C'est ça, en fait, la problématique. C'est qu'il y a des gens, ils sentent qu'il y a des choses où ils vont se resservir, ils vont pas être capables de se raisonner, mais ils continuent de les acheter. Non, passons sur autre chose. Il faut accepter à un moment d'être... on n'est pas tous des machines, on a des faiblesses, et c'est difficile de résister à des faiblesses comme ça. La problématique des cheat meals, c'est que les gens, souvent, se disent, la semaine, c'est tellement la torture qu'il faut que je prenne le week-end le truc que j'aime le plus. Mais non, pas forcément le plus, juste un truc que t'aimes bien, et puis de le faire varier sur la semaine, sur les mois, sur les années. Moi, des fois c'est des sushis, des fois c'est des fajitas, des fois c'est pendant une période, pendant un mois, ça a été des lasagnes d'aubergine à la riste d'aubergine. Voilà, ça fait pas rêver beaucoup de monde comme cheat meal. Moi, ça me faisait rêver. Donc voilà. Mais essaye d'identifier les repas où tu n'es pas capable de te raisonner. Alors un psy dirait mais c'est pas normal de pas réussir à se raisonner. Attendez, moi j'aimerais bien prendre n'importe quel psy là qui dit ça et de le mettre devant son truc, sa plus grosse tentation alimentaire, donc le truc qu'il aime le plus, le truc vraiment où il est le plus gourmand, de le foutre au régime pendant 5 jours, donc au régime pour perdre du poids parce qu'ils sont pas tous secs avec des abdos visibles les psys, donc de les mettre face à la réalité.
de quelles sont les conditions dans lesquelles on se trouve et de voir comment ils vont vivre le truc. Donc ça, tu vois, il faut être un peu indulgent. Vous savez, la quête de l'être idéal qui n'aurait pas aucun péché, parce que la gourmandise, péché, religion, tout ça, donc qui n'aurait pas tous ces péchés et tout ça, j'attends de le voir en fait. Moi, j'en ai pas encore rencontré. On est des êtres humains faits de défauts, j'en parlais tout à l'heure, j'en ai, vous en avez, on en a tous. Faut juste essayer de se dire, étant donné qu'on a ce défaut-là, donc étant donné que le tien, c'est de pas réussir à t'arrêter, à être raisonnable sur certains aliments, et je pense que tu détecteras assez facilement lesquels ils sont. Tu peux faire aussi autre chose. Un autre petit tip que je te donne, c'est que ton repas d'écart, essaie de le faire le soir. Alors je sais, il y en a plein qui vont dire, mais ils recommandent au pire moment de la journée de manger lourd. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu fais ton repas d'écart le samedi midi, déjà, admettons que tu vas au fast-food ou que tu t'achètes des gâteaux, des trucs comme ça. Il va y avoir des restes. Et ces restes, tu vas avoir du mal à les balancer à la poubelle, puisque c'est un truc hyper désirable de la semaine. Donc la meilleure solution, ce serait, tu manges, quand tu as fini de manger, tous les restes que tu as, tu les bazardes à la poubelle, et donc tu vas être jugé de gaspilleur et tout, mais c'est pas grave, au moins tu les mangeras pas. Ou sinon, tu vas taper à la porte de ton voisin, tu dis, j'en ai acheté trop, regarde, tiens, cadeau pour tes gosses, ou j'en sais rien. Mais voilà, donc déjà la première problématique, c'est que quand tu le fais le midi ou le matin, il y a des restes, donc tu vas revenir dessus. Si tu le fais le soir, et que derrière tu vas te coucher, logiquement, les restes, tu vas pas te réveiller pour aller les manger. Si tu le fais, rejette-les encore une fois, mais t'auras moins de chance déjà. Donc c'est pour ça que moi je recommandais, et moi c'est ce que je faisais d'ailleurs, c'est que le cheat meal, le repas d'écart, je le faisais le soir. Comme ça, la semaine, la journée, je suivais ma diète normale, et arrivé au soir, souvent après une séance de sport, je mangeais ce repas-là, et puis j'allais me coucher, et pas de problème. Parce que comme tu dis, la problématique, c'est que tu abuses, donc tu vas faire boulimie, hyperphagie. Le lendemain, tu compenses en jeûnant et en faisant beaucoup de sport. Donc tu compenses, donc tu te réaffames durant la journée, mais le soir même, peut-être que tu arrives à tenir parce que tu es motivé, tu as un peu les pupilles dilatées avec ton adrénaline là. Donc tu tiens la première soirée, mais le lendemain, tu recommences un peu la même mayonnaise à essayer de serrer la vis pour compenser tes écarts. Sauf que le soir, après, là, ta volonté, elle est tellement au niveau zéro, voire elle est au sous-sol, au 4e sous-sol, que là, c'est le moindre truc qui traîne, le paquet de jambon, le fromage ou le truc le plus crade qu'il peut y avoir chez toi, même en semaine, tu vas le défoncer. Donc c'est pas, si tu veux, intéressant, non seulement au niveau psychologique, puisque ça veut dire que tu n'arrives pas à gérer ça, mais c'est surtout qu'après, tu oublies une dimension qui est la dimension de forme physique. C'est-à-dire que d'alimenter ton corps comme ça, c'est pas terrible, pour avoir des bonnes performances, des bons abdos, un physique avec une peau mince et tout ça. Donc, essaie de te réguler. Première chose, si tu fais un cheat meal ce soir ou si tu fais une crise de boulimie, mange le lendemain matin. Tu vas me dire, mais j'ai pas faim, j'ai la nausée. Pas grave, mange. Déjà pour te resynchroniser le plus vite possible. Et d'essayer de calmer un petit peu. Alors là, moi, je donne des conseils à hauteur de mes compétences. Toute la dimension psy que tu peux, va faire une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale. Je sais que ça marche bien pour les troubles du comportement alimentaire. Il y a des études là-dessus. Donc toute cette dimension-là, c'est pas moi qui te l'apporterai. J'ai le droit de te dire mon point de vue, mais après, je suis pas un professionnel de la psychologie. J'ai légalement pas le droit de t'en parler, de te faire une ordonnance là-dessus. Donc je te recommanderais plutôt d'aller voir un professionnel pour la partie psychologique. Mais en tout cas, pour la partie pratique, essaie d'avoir des repas moins attractifs. En fait, pas la peine d'avoir des repas de fête toutes les semaines. Quand je dis de fête, c'est pas besoin d'avoir le bloc de foie gras, les truffes, machin et tout ça. Donc, il pourrait s'apparenter à, pour moi, des chocobons avec vraiment, tu sais, les trucs les plus désirables tous les week-ends. Ça sert à rien parce que, en fait, par contraste, tu vas essayer d'être de plus en plus sain la semaine et de plus en plus restrictif compte tenu de tes repas du week-end. Donc, essaie plutôt de lisser ça, d'avoir une alimentation saine, mais suffisante pour tes objectifs la semaine, tes objectifs étant d'être plus sec, mais aussi de maintenir des bonnes perfs, de maintenir ta masse musculaire, et le week-end d'avoir des rebonds, donc par exemple sur 24 heures, avec des plats que tu pourrais faire toi-même, ou alors des repas que tu pourrais aller commander. Par exemple, tu vois, un truc tout bête, tu fais le marché, tu vas te prendre un poulet rôti avec des pommes de terre. Évidemment, c'est pas un plat de semaine, parce que ça a cuit dans le gras, les pommes de terre, ils rapide, cuisson comme ça et tout, mais c'est quand même mieux qu'un super fast-food avec derrière des tas de sucreries. Et crois-moi, et là je le dis à tous ceux qui m'écoutent, quand on abuse beaucoup trop le week-end, on peut ne pas sécher.
même si c'est pendant 24 heures. Beaucoup de personnes pensaient que c'était un peu vous savez, la caverne aux merveilles. On y rentrait à minuit, on y sortait à minuit 24 heures plus tard, et que tout ce qui se passait à l'intérieur, ça disparaissait sous le sable, comme dans Aladdin avec la caverne et le scarabée, là, vous savez. Non, c'est pas comme ça. Si pendant ces 24 heures, vous déconnez grave, eh ben, vous pouvez faire stagner votre perte de graisse. Donc, essayez d'être plutôt cohérent là-dessus, d'avoir quand même, si c'est un cheat meal, évidemment, que vous allez au fast-food ou au resto et que vous sentez que vous abusez vraiment, c'est un mono repas, quoi. Après, si vous êtes plus raisonnable, ça peut être sur 24 heures, plusieurs repas, tout simplement. Voilà, j'espère t'avoir répondu assez simplement. En tout cas, sache que sur les TCA et tout ça, j'ai sorti, vu que ça fait 3 mois que t'es VIP, t'as 3 ou 4 contenus là-dessus. Et ça dure longtemps. Donc et avec plein d'outils pratiques et tout. Donc va voir. Voilà, je te mets le lien dans la description du podcast, comme ça tu pourras retrouver facilement. Voilà, donc merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette semaine dans cet épisode, et puis on se retrouve dans 7 jours pour le nouvel épisode, et puis pour tous ceux qui basculent en VIP, qui vont voir les contenus et l'atelier cuisine, on se retrouve tout de suite. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.